Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Bienvenue Yvonne. Merci beaucoup Madame Seynabou de m'avoir invitée sur Parcours. Je suis une femme j'ai ouvert une école qui s'appelle Babacar Thiongan Faye, qui se situe dans un village nommé Taofal. Oui. Et justement, aujourd'hui, tu nous accueilles dans cette école. Oui. Pourquoi le choix de ce lieu? C'est un rituel qu'on a pour tous nos invités, de leur demander pourquoi ils ont choisi de nous inviter ici. Je vous ai choisi de vous inviter ici, c'est parce que je veux que pour que ça soit réel, je ne veux pas aussi parce qu'en général, il y a des gens qui disent qu'ils ont créé des trucs et qui n'existent pas. Ah oui, pour montrer que c'est quelque chose de vrai, qui existe. Voilà, bon, je rassure tout le monde qui nous écoute. Non, on est vraiment dans une salle de classe. On est assis sur des tables-bancs. Voilà. Et c'est super intéressant. En fait, c'est un retour en enfance. Et justement, j'aimerais, avant de parler de l'école et tout ça, que tu nous parles un peu de ton enfance. D'où tu viens, quelle est ton enfance, où tu as grandi, etc. J'ai vécu une enfance qui n'est pas du tout facile parce que mon père c'était un cultivateur, ma mère c'était une lingère. Dans quel coin du pays? À Diakhao, Thiès. Le quartier s'appelle Nguent Sérère. Je suis sérère d'ethnie. Et voilà, c'était pas du tout facile pour ma mère. Voilà, raison de plus que j'ai été à l'école quand même jusqu'à troisième secondaire. J'ai fait une fois le BFM, j'ai pas eu. Et ma mère avait des difficultés pour me prescrire dans des privés. C'est là que j'ai quitté Thiès pour aller à Dakar travailler. Et j'ai rencontré une femme française. J'ai été babysitter de 3 enfants durant quelques années. Et elle a vu que j'étais ambitieuse. Et elle a ouvert un cabinet qui s'appelait Catalyse. Et j'ai été assistante avec elle dans ce cabinet. Ah oui, mais comment justement tu passes de cette enfance très compliquée? On voit que c'est quelque chose qui t'a quand même marqué. Et justement, avant de revenir au début de ta vie à Dakar, est-ce que tu peux nous reparler un peu sur cette enfance-là? Peut-être nous revenir sur quelque chose qui t'a vraiment marqué en fait pendant ton enfance. Tu nous parles de ta mère qui faisait ce qu'elle pouvait pour te garder à l'école. Qu'est-ce qui t'a marqué vraiment sur cette enfance-là? Avant qu'on retourne sur Dakar. D'accord. Ma maman était une femme battante. Parce que quand elle n'avait pas, les jours qu'elle était libre, elle allait chercher du bois pour le vendre, pour nous nourrir, quoi. C'était ça. Ça m'a marqué. C'est ce qui m'a marqué. Alors, je me suis dit que le fait que ma maman a beaucoup souffert, je ne peux pas être comme elle. Voilà. C'est là que j'ai eu l'inspiration d'aller à Dakar, une cousine qui m'a amenée à Dakar.
Juste, il y avait cette femme qui est française qui avait besoin d'une babysitter. D'une babysitter. Voilà. Et donc, tu commences en tant que babysitter. C'est pas aussi un métier que tu as appris. Souvent, ici, on est babysitter parce qu'on a des petits frères ou des cousins. On s'occupe un peu de beaucoup d'enfants. Est-ce que c'était ton cas ou c'est vraiment quelque chose qui était totalement nouveau? Et tu avais quel âge, justement, à ce moment-là? J'avais 22 ans. OK. Voilà. Avant même d'aller à Dakar, quand j'étais en 4e secondaire, j'ai eu la chance d'avoir le diplôme, un diplôme que j'ai eu. Le diplôme, c'était quoi encore? Ça fait longtemps que... Ça fait longtemps, ça fait longtemps, mais... Oui, c'est un diplôme de moniteur, voilà. De moniteur. Oui, de moniteur, voilà. Un diplôme de moniteur de collectivité éducative pour les colonies de vacances. Ah oui, la formation pour être moniteur en colonie de vacances. C'est vrai que ça prépare en fait à s'occuper d'enfants. Okay. C'est ce diplôme, cette formation m'a permis de bien éduquer les enfants, d'être babysitter aussi. C'est ça. Voilà. Et comment ça s'est passé, cette arrivée à Dakar? Tu quittes ta famille pour aller travailler chez des personnes que tu connais pas, pour s'occuper de leurs enfants. Comment c'était en fait cette période-là? Le début, c'était pas facile. Comme tout début. C'était pas facile, mais j'ai eu la chance d'avoir une femme extraordinaire. Vraiment, elle était tellement gentille. Elle n'arrêtait pas de causer avec moi, de me mettre dans de bonnes conditions, de me dire allez Yvonne, tu es une femme battante. Elle m'a beaucoup aidée sur ce point. Du fait que à chaque fois elle me dit fais comme ci, fais comme ça. Bon. Et elle m'a dit un jour, tu sais Yvonne, c'est pour la première fois que j'ai eu une bonne qui parle correctement le français. Le français. Voilà. D'ailleurs, elle m'a beaucoup aidé, cette femme. Elle t'a beaucoup aidé jusqu'à même te prendre assistante. Assistante, voilà. Et donc, comment ça s'est fait justement ce glissement de nounou, tu prends d'autres responsabilités où tu accompagnes toujours cette femme et pour devenir son assistante, comment ça se passe cette phase? Elle a vu que j'étais une femme battante, une femme sérieuse. Et c'est moi qui s'occupais de tout l'argent qui entrait et sortait la comptabilité. La comptabilité, voilà. C'est moi qui s'occupais de sa comptabilité et je m'occupais aussi de ses dossiers. À chaque fois, des fois, s'il est à Dakar, il me dit va sur l'ordinateur, sors-moi le dossier Nangam, tel dossier et tu me ramènes Alors, ça à Dakar. Parce que là, tu dis l'ordinateur. On a peut-être raté une petite étape. Comment tu passes, parce on sait que du coup, tu as été à l'école. Tu sais, comment dire, éduquer, tu sais lire, mais du coup, elle t'a appris à utiliser l'ordinateur. Elle m'a appris à utiliser l'ordinateur. C'est ça. Et donc, ça permet vraiment d'aller sur une autre étape voilà. En termes d'activité. Et donc, tu fais ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 10 ans comme ça. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Et donc, ça veut dire que c'est peut-être de là que tu as lancé ton activité ensuite, dans l'éducation ou pas? Non, pas du tout. Et quand elle a quitté Dakar pour aller encore rejoindre sa famille en France, parce qu'elle avait gagné un concours de l'ENA, elle avait décidé de partir en France. Et là, elle m'a mis en contact avec d'autres femmes. D'autres familles. Voilà. J'ai eu aussi à travailler avec une femme qui avait ouvert une société, Rénov Industrie. D'accord. Et là, j'étais dans le service recouvrement. Ah, d'accord. Voilà. OK. Donc, toujours un peu, tu évolues dans ça, tu apprends de nouvelles compétences. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on te retrouve dans une salle de classe? Alors, comment tu t'es lancé dans cette activité? Voilà. Quand je me suis mariée, je suis revenue à Thiès. Et de là, j'ai commencé le petit commerce de cosmétiques. Après, ça n'a pas marché. J'ai rebondi sur les tissus.
Et ça a marché un peu. J'ai fait des petites tontines. Et les voilà, tontines. j'ai commencé à construire cette école. Ah oui, voilà. Mais comme ça, tu t'es levé un matin, tu as dit je vais construire une école. Non, j'avais pas prévu. C'était pas prévu pour une école. Oui. Au départ, je me suis dit l'argent que je vais garder avant, comme j'ai deux terrains ici, je vais construire 2 chambres. Et peut-être dans l'avenir, je pourrais donner ça en loyer. D'accord, c'était pour investir. Voilà, c'est-à-dire que toutes ces années que tu as travaillé à Dakar et tous ces boulots que tu as eus, tu as pu économiser et acquérir déjà des terrains à Thiès. Voilà. Oui. Voilà. Et donc tu viens à Thiès, tu démarres, tu essayes dans les tissus, dans les cosmétiques. Oui, même avant que je me marie, j'avais ouvert aussi c'est elle-même qui m'avait aidé à ouvrir une alimentation à Dakar. Oui, c'est ça. À la zone de captage. D'accord. Parce que j'étais un peu âgée et je lui ai dit à grande sœur, parce que elle est comme grande sœur pour moi. Oui. Là, avec l'âge, je ne peux plus faire les travaux domestiques. Et elle m'a mis en contact avec un banquier qui s'appelait, qui était c'était la Banque islamique du Sénégal, et qui m'a prêté de l'argent. Et j'ai ouvert cette alimentation et j'ai payé de fur et à mesure. D'accord. Voilà. Donc, tu as pu avoir un crédit de la banque pour ouvrir ta première alimentation comme ça. Voilà. Mais comment tu as fait? Parce que toutes les femmes au Sénégal disent que les banques ne prêtent pas aux femmes. Oui, c'était un ami de celle que je t'avais dit. Ah, d'accord. C'était son ami. C'était son ami. Voilà. Elle m'a mis en contact avec elle. Et je suis partie directement le voir. Oui. Et il m'a fait le dossier. Et c'était combien? C'était combien? C'était 600 000. C'était 600 000. Voilà. Et donc, je pense que l'introduction a aidé pour dire que tu étais une personne sérieuse. Voilà. C'était ça. OK. Et donc, tu lances ta boutique. Ouais. Et comment se passe cette première expérience, en fait? C'était pas du tout facile. Ah oui? 6 mois après, on m'a cambriolé. Ah bon? Ouais. Ah oui. Ça, je ne veux même pas en revenir. On m'a cambriolé. La boutique était presque vide. Et je suis partie voir le livreur. Et c'est celui qui avait une grande boutique. Le dépôt. Je suis partie voir le gars et je lui ai expliqué. Et il m'a dit... ne pleure pas, ma soeur, je vais te donner encore de la force, je vais te donner de la marchandise et tu vas payer comme tu veux. C'est là qu'elle a rechargé ma boutique. Il a rechargé ça et j'ai redémarré. C'est ça. Et j'ai payé ça petit à petit jusqu'à... En plus du crédit de la banque qui était là, un vol. C'était pas du tout facile. Se remettre aussi dans d'autres engagements parce que même s'il a voulu bien aider, il fallait quand même rembourser, se lancer dans ça, j'imagine. Mais Dieu merci, j'ai parvenu à m'en sortir. À t'en sortir. Ouais. Et du coup, tu as continué ça pendant longtemps? Oui, pendant quelques temps. Après, j'ai rencontré cet homme que je me suis mariée avec lui. Et je suis venue directement, je suis venue chez lui ici à Thiès. Et j'ai commencé à faire une autre boutique, le cosmétique là. Après, le cosmétique, ça n'a pas marché. J'ai redémarré avec les tissus. Les tissus. Et ça a marché. Et les tissus, ça a marché. Mais avec la boutique qui était à Dakar, j'ai pu acheter 2 terrains à Sangalkam. Ah d'accord, donc ça a quand même permis d'acheter, d'investir des choses. Voilà. Et c'est toujours pas les terrains de Thiès. Hein? Les terrains de Thiès ont été achetés par quoi alors? Les terrains de Thiès ont été achetés parce que celles de Dakar, le gars tu sais, au Sénégal, il y a des gens qui ouvrent des trucs, mais c'est pas des vrais... c'est pas de vrai business. Voilà. Ouais. Mais je lui ai dit, maintenant, comme il a vendu mes terrains à d'autres personnes. Ah. Tu vois? Et j'ai voulu récupérer cet argent, mais c'était pas du tout facile pour récupérer cet argent. Il a fallu, quand je suis venue à Thiès, je n'arrêtais pas à l'appeler, pendant presque 1 an ou 1 an et demi. Et finalement, comme j'avais le fils de mon grand frère, qui était à la brigade de recherche, qui m'a aidé à pouvoir récupérer cet argent. Et quand j'ai récupéré cet argent, c'était 1 million.
Et je l'ai gardé. J'ai dit à mon mari de garder ça parce que ça sort des terrains, mais je vais remettre ça sur des dans un terrain. Voilà, dans un terrain. Complètement. Voilà. Complètement. Et j'ai trouvé une femme ici qui est très gentille. Elle était gravement malade et son mari n'avait pas de quoi l'amener à l'hôpital. C'est là qu'ils ont décidé de vendre ces 2 terrains. Et j'ai pris cet argent pour remettre ça. Et donc, tu as pu investir à ce moment-là et remettre. Voilà. C'est très important ce que tu nous partages parce que en termes d'investissement, et c'est souvent aussi le cas pour beaucoup de femmes, cette notion en fait d'éducation financière, savoir bien gérer cet argent-là. Et finalement, cet argent, quand on connaît la société sénégalaise, elle aurait pu s'évaporer très rapidement avec les sollicitations sociales, etc. Et c'était la bonne décision, je pense, de le remettre dans un terrain pour sécuriser, en fait, cet investissement. Et donc, tu arrives à Thiès dans une nouvelle vie d'épouse. C'est ça? Et comment aussi ça se passe? Parce que là, le belle affaire là aussi, hein? C'était pas du tout facile parce que j'étais deuxième femme. À deuxième femme, on arrive dans un ménage polygame. C'est ça. Deuxième femme. OK. Mais c'était une femme extraordinaire aussi. Elle n'avait pas de problème. On avait, c'était une petite sœur pour moi. C'est ça. Parce que comme moi, je n'ai pas vécu dans une famille de polygame. Donc, l'esprit polygame n'était pas sur moi. Voilà, l'esprit polygame n'était pas sur moi. Donc, j'ai pu survécu ce domaine. Ce domaine-là. On va revenir là-dessus. Mais j'aimerais qu'on revienne en fait sur l'activité qu'il y a aujourd'hui avec cette école. Donc, comment en fait tu démarres cette activité? Qu'est-ce qui a été ta motivation? Ma motivation était que quand j'ai pu construire ces 2 chambres, avec la conversation des femmes du village, elles m'ont fait savoir que l'éducation de leurs enfants n'allait pas bien parce qu'ils n'ont pas de préscolaire. C'est là que j'ai eu l'inspiration de créer le préscolaire ici. Il n'y avait pas de préscolaire, donc les enfants faisaient comment? Les enfants allaient directement à l'école à l'âge de 8 ans. Ah, il n'y avait pas cette phase-là pour préparer l'élémentaire. Pour que les enfants puissent... oui, oui, totalement. Parce que du coup, on récupère des enfants qui apprennent à lire, écrire à 8 ans. Voilà. D'accord. C'est ça. Et donc, c'est les femmes qui sont venues te chercher pour te dire que... Mais pourquoi elles se sont adressées à toi? Non, c'est-à-dire, en ce moment, j'étais amie avec celle que je t'avais dit. Oui. Et des fois, je partais vers eux pour avoir des conversations avec eux. Oui. Voilà, comme je les disais que je suis devenue une femme du village, j'habite maintenant ici, parce que tout le temps j'étais là. Oui. Et j'ai eu cette conversation avec eux. Bon, c'était pas prévu pour une école, hein. Bien sûr. Voilà. C'est là que quand j'ai eu cet écho, et ce jour-là aussi, ça c'est coïncidé où le jour que Nathalie m'a envoyé un message qui parlait de l'éducation des enfants en Afrique. Ah, OK. Et du coup, j'ai eu... Et qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce message? Le fait que les filles, l'éducation, surtout des filles, qui ne partaient pas à l'école. Ils avaient tout le temps des difficultés, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Voilà. Alors, on sait qu'à chaque fois dans ton parcours, on a entendu l'histoire de l'alimentation, de la cosmétique et tout ça. Et c'était quoi maintenant l'histoire de la création de cette école? Quelles ont été un peu les étapes? Comment ça s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'on est dans une classe qui est plus ou moins, bien installée. Et peut-être nous présenter l'activité de l'école. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans cette école, et ensuite nous parler de comment tu en es arrivé là en fait. Ouais, c'était pas facile. Quand j'ai créé cette école, comme je n'avais pas de diplôme, j'étais obligée d'aller chercher ailleurs quelqu'un qui pouvait me remplacer comme directrice. Pour avoir une directrice. Voilà, pour avoir une directrice. J'ai eu la chance d'avoir la fille de ma grande sœur, d'ailleurs qui est à l'école Saint-Gabriel. Elle est secrétaire là-bas. Elle m'a donné tout son dossier pour que je monte le dossier avec une autre femme. Voilà, c'est là que j'ai monté le dossier pour avoir cette école. Et donc l'école maintenant c'est quoi? C'est une école de quoi? J'ai commencé avec le préscolaire depuis 2001. J'ai commencé avec le préscolaire et quand j'ai commencé, j'avais qu'une seule classe avec
3 sections. Ah oui. Pour te dire que c'était pas facile. Oui. J'ai démarré avec 29 élèves. Et beaucoup de gens me disaient que, en tout cas, tu as eu la chance d'avoir 29 élèves parce que nous, on a démarré, les autres me disaient, nous, on a démarré avec 5 ou bien on a démarré avec 8 élèves. Okay. Et moi, j'ai eu la chance de démarrer avec 29 élèves. Et quand j'ai démarré avec ces 29 élèves, j'avais 2 maîtresses. Parce que ce que j'avais, c'était pour les maîtresses. Ouais, ça suffisait juste pour payer les maîtresses. Ouais. Et je continuais le commerce du tissu. D'accord. C'est là que tout ce que j'avais sur ce commerce, je le mettais dans l'école. Tu le remettais dans l'école. Et ça a duré longtemps, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école, elle fonctionne? Des fois aussi, il y a des gens, comme pour terminer la première classe, j'avais un cousin qui travaille à Vision Mondiale, qui m'avait prêté aussi 700 000 pour terminer les travaux de la première classe. Mais là, je lui ai tout payé. Et là, tu as déjà tout remboursé? Oui, j'ai tout remboursé. OK. Voilà. Et la deuxième année, il a fallu que je rebondisse avec une deuxième classe. C'est cette classe. C'est cette classe-là. C'est ça la deuxième classe. Ouais, c'est ça la deuxième classe. Et je n'arrêtais pas de faire des va-et-vient à Dakar pour acheter des tissus et ramener, de vendre durant la période de Korité et la période de la Tabaski. Et ces recettes m'ont permis de fonder cette classe. Et pour terminer cette classe, il y a ce monsieur-là qui m'a aidé pour terminer cette classe aussi. C'est ça. Voilà. C'est qui ce monsieur? C'est monsieur Amadou Lamine Sall, le grand poète de Senghor. Ah, il t'a aidé C'était une amie aussi. C'était un ami de ton ami. De mon amie là, la française. C'est ça, qui a aidé à finir la classe. Ouais. Et aujourd'hui, tu as combien de classes en tout? J'ai 4 classes, mais la 5e classe n'est pas encore finie. OK. Voilà. Et combien d'élèves? J'ai 71 élèves. Ah oui. Ah oui. Et combien de maîtresses en termes de personnel en tout? Personnel, il y en a 5. Il y a 5 personnes. Et aujourd'hui, tu arrives à justement couvrir toutes tes charges? Ça arrive à fonctionner? C'est pas du tout facile pour ça. On continue encore à... Parce que pour ça, j'arrive à payer mes maîtresses. Mais pour les 2 classes en haut, j'étais obligée d'aller voir une banque microfinance qui s'appelle Cori. Cori, oui. Qui m'ont prêté 5 millions pour faire le véranda là-bas. Et le bureau et les 2 classes qui sont en haut. Qui sont en haut. Voilà. C'est ça. Voilà. Et donc, il y a eu au départ, tu commences avec du financement propre qui vient en fait de ton business de tissu. Ensuite, une personne qui aide, qui prête de l'argent. Ensuite, un monsieur qui aide de bonne volonté. De bonne volonté. Voilà. Et ensuite, maintenant, la microfinance. Tu es toujours dedans ou c'est quelque chose que tu as fini? Non, pas encore. Je viens de démarrer. Ah, ça vient de démarrer. Alors, comment ça se passe, cette phase de financement? Parce que là, c'est plusieurs types de financement. Comment tu trouves justement ce type de financement? Ce type de financement, en tout cas, c'est pas du tout... c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Comment je ne peux pas comment t'expliquer. C'est un peu dur pour moi, mais bon. Oui. J'essaie de rembourser petit à petit parce qu'ils m'ont donné au moins 3 ans pour rembourser cet argent. D'accord, tu as 3 ans pour rembourser. Oui, pour rembourser. Oui. Et là, ils m'ont donné un taux. Chaque mois, je dois donner 185 000. 185 000. Par mois? Par mois. OK. Et là, des fois, je ne parviens pas. Mais ce que j'ai fait, durant les inscriptions, j'ai pris l'argent des inscriptions, j'ai déposé. C'est ça. Pour ne pas avoir des litiges. J'ai déposé l'argent des inscriptions. Et là, s'il y a un retard, ils vont prendre directement là-bas, le temps que je... Ah oui, c'est ça. Tu as posé une réserve. Voilà. Comme ça, quand il y a des mois qui sont peut-être plus compliqués, parce qu'on sait qu'en fait, même s'il y a des rentrées d'argent avec la scolarité, on connaît les situations des fois. Il y a des élèves où les parents ne peuvent pas payer pendant plusieurs temps et ça décale aussi un peu la trésorerie, etc. Voilà. OK. Et donc,
là, aujourd'hui, donc, tu es vraiment dans cette phase où tu développes encore, ce projet d'école. Ouais. Mais je pense que aussi, en revenant un peu au début, pour démarrer, le démarrage est toujours un peu compliqué. Quels sont un peu les moments compliqués que tu as pu vivre, en fait, dans la construction et puis le lancement de cette école? Le début de cette année, ça m'a beaucoup marqué parce que avec les maçons, c'était pas facile. L'argent de la banque est sorti tardivement. Ok. Et il y avait la date de l'année scolaire qui était là, tout près. La rentrée, c'est la rentrée. Voilà, c'est la rentrée. Oui. Et le maçon, qui n'était pas du tout régulier. Et finalement, quand j'ai fini avec les inscriptions, j'étais obligée, durant la rentrée, le premier jour de la rentrée, j'ai fait sortir tous les élèves et j'ai fait une vidéo pour qu'il ait pitié de moi avec les enfants dehors. Ah oui, voilà. Il fallait en arriver là. Voilà, pour qu'il ait pitié de moi. Et finalement, j'étais obligée de refaire comme au départ, de prendre cette classe, de mettre toutes les 3 sections dans une classe. Le temps que le maçon qu'il finisse l'autre classe. C'est compliqué. Ouais. Au Sénégal, d'ailleurs, on dit yalla nga xuloog maçon parce qu'on part du principe que en fait, on te souhaite d'être dans des travaux. Ça veut dire que c'est de la prospérité, mais de toute façon, ça se passera pas très bien. Les relations avec les maçons, c'est vraiment compliqué. Et quelles sont peut-être les autres sources de financement que tu arrives à trouver pour justement avoir toujours des sources de revenus, comme on a dit tout à l'heure. Bon, c'était mon commerce de tissu. Oui. D'ailleurs, là, le commerce est presque en faillite. Parce que tout ce que j'avais, je l'ai mis ici. Tu l'as mis ici. Parce que je ne voulais pas... Tu sais, moi, je suis une femme qui a peur d'une défaite. Quand je commence quelque chose, j'aille jusqu'au bout. Et j'ai commencé cette école et je n'ai pas voulu laisser baisser les bras. Tout à fait. Voilà. Je comprends. Voilà. Et du coup, est-ce que tu réfléchis à d'autres façons de faire rentrer de l'argent à travers l'école, par exemple? Pour le moment... D'autres activités comme faire payer le transport, la cantine, les repas. Est-ce qu'il y a d'autres activités que tu as lancées qui te permettent de faire rentrer pour le transport, surtout le transport. Parce que c'est le transport qui me pose problème dans cette école. Parce qu'il y a beaucoup de villages environnants qui viennent ici pour me dire que mes enfants veulent venir, mais on n'a pas les moyens de transport. Ouais. C'est ça qui me pose problème. Et tu as réussi tu as trouvé une solution? Non, je n'ai pas trouvé une solution parce que la voiture que j'ai, c'est une voiture qui n'est pas en bon état. Et cette voiture, les papiers ne sont pas en règle. C'est ça. Donc, on joue à cache-cache. Voilà, je l'ai acheté parce que je ne savais pas. Oui. Et il me l'a vendu à bas prix. Ah oui. Mais... Finalement, il me disait qu'il avait des problèmes financiers, il voulait terminer sa maison pour déménager parce que le loyer est un peu cher, des trucs comme ça. Mais bon, il me l'a bazardé. Et quand j'ai acheté cette voiture, finalement, on m'a fait savoir que les papiers ne sont pas du tout en règle. D'accord. Voilà. Mais tu continues à l'utiliser ou pas? Bien sûr. Oui, parce qu'on fait avec les moyens du bord. Pour le moment, je négocie. Mais bon. Il va falloir trouver une solution. En attendant de trouver une solution. Et c'est tellement vrai parce que quand on venait ici ce matin, on s'est un peu perdu et on est allé de l'autre côté totalement de l'autoroute et on a croisé une dame qui nous a dit qu'elle amène ses enfants ici et effectivement, c'est quand même pas à côté. Et j'imagine qu'en fait, puisqu'on est dans des zones un peu semi-urbaines, les zones peuvent être bien étalées et ça devient en fait une vraie problématique. Mais moi, du coup, j'ai envie de savoir parce qu'on a l'impression que ta vie là, c'est waouh, ça va dans tous les... Par exemple, une journée, si j'étais toi, comment se passerait ma journée? Une journée type. Je me réveille, je suis dans ta peau. Comment se passe ma journée? Comment se passe une journée dans la peau de Yvonne? C'est quoi une journée type?
du matin au soir? Qu'est-ce qui se passe? Du matin au soir, Yvonne vient d'abord. Je me lève très tôt le matin pour préparer mes enfants pour qu'ils aillent à l'école. Combien d'enfants? J'en ai 2. OK. Et ma co-épouse, elle a 5. 5, ça fait 7 enfants. Voilà. Alors. plus les 70 et voilà, quelques de l'école. De l'école, voilà. Donc tu te réveilles, tu prépares. Chaque matin, je me réveille pour le petit déjeuner des enfants. Soit je prépare le petit déjeuner, soit je balaye la cour. Et je me lave pour venir à l'école d'abord, pour superviser, voir ce qui ne va pas et des trucs. Vers midi, je rentre pour préparer le repas. Ah oui, c'est toi qui rentres préparer le repas. Ah, mais bien sûr. Ah, mais il y a ton. Ah, oui, bien sûr. Je suis femme de ménage, hein? Je suis femme au foyer. Hein? Donc, Gadelou, tu retournes en fait pour gérer le repas, faire le repas. Ouais. OK, et ensuite? Et comme je suis bonne en cuisine, d'ailleurs le CV, j'ai été aussi cuisinière auprès du conseil du banque BCAO. OK. J'ai été cuisinière pendant 7 mois aussi à Dakar. OK. J'ai fait à Dakar. Tu as fait tout ça. Non, tu as fait beaucoup de choses à Dakar. OK, donc ça a développé ses compétences en cuisine. OK, et donc tu retournes, tu cuisines. Finalement, c'est peut-être même un plaisir de le faire. Et après ça, tu fais quoi après le repas? Et même avant aussi, j'ai été cuisinière à l'école des infirmières de Thiès. Ah oui, de Thiès, c'est ça. Donc, restauration collective, carrément. Voilà. OK. OK. Donc, tu fais le repas et ensuite, tu fais quoi? Je fais le repas. Le soir, je suis à la boutique pour essayer de voir comment gérer la boutique petit à petit. Là, tu sens que... Je sens que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Bon, c'est bientôt la Korité, hein? Il y a pas une solution pour relancer un peu l'activité? Parce que tu sais, au Sénégal, si tu es dans un truc, c'est pour ça que je me suis dit, heureusement, je me suis débrouillée avant pour créer cette école. Parce que si tu es dans un milieu qui marche, il y a d'autres gens qui vont venir après. Ça inspire d'autres personnes. Voilà. Ça, c'est sûr. Il y a tellement de boutiques dans le coin. Maintenant, c'est pour cela. Ouais, faut peut-être chercher autre chose. Voilà. Autre chose. Et donc là, tu vas à la boutique et après, c'est la fin de la journée, j'imagine. Ouais. Fin de la journée. Comment ça se passe là pour le coup? Parce que tu nous as dit tout à l'heure aussi que tu es dans un ménage polygame, donc j'imagine que aussi c'est une autre chose le soir, hein? N'est-ce pas? Le soir, maman, monsieur est à Dakar. Il est à Dakar. Il est à Dakar. Il ne vient que le week-end. OK. Donc le week-end, il est là et donc OK. Voilà. OK. Et donc rebolote, la journée recommence. Mais du coup, ça, on comprend que là, finalement, tu vas de plus en plus te consacrer entièrement à l'école si tu laisses en fait cette activité. Quels sont les enjeux que tu vois dans le secteur? Quand je parle d'enjeux, c'est vraiment est-ce qu'il y a des opportunités, des risques? Qu'est-ce que tu vois dans le secteur de l'éducation au Sénégal aujourd'hui? Le secteur de l'éducation, en tout cas, l'éducation, c'est la base, c'est la base des tout petits en général. Parce que des fois, comme la dernière fois, j'ai eu une élève qui était malade. Sa maladie portait sur, elle avait faim. Ah oui. Elle avait faim. Et du coup, elle a commencé à vomir. J'étais sur la route pour retourner à la maison. Maîtresse Mariama m'a appelé. Elle m'a dit, Tata, il y a une élève qui est malade. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle a? Elle m'a expliqué. Et je lui ai dit, isole-la. Et tu lui donnes de l'eau d'abord. Et tu essaies de voir qu'est-ce qu'elle a. Et du coup, elle m'a encore appelé. Elle me dit que ça ne va pas. J'ai appelé ses parents. Et son papa m'a dit, en tout cas, elle n'a pas de maladie particulière. Après, j'ai appelé la maîtresse et je lui ai dit, prépare la fille là, à manger et on va voir ce qu'elle a. Et dès qu'elle a mangé, cette fille, elle était en forme. Elle allait mieux. Elle allait mieux. Voilà. Donc, on va même au-delà de l'éducation, c'est-à-dire qu'on va sur des problématiques, sanitaires, familiales, nutritionnelles, sociales. Voilà.
très important. Et ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a pas longtemps où effectivement la dame, quand elle a voulu créer son école, la façon qu'elle a trouvée pour motiver les parents pour qu'ils autorisent les filles à aller à l'école, c'était de promettre un repas. Et effectivement, les enfants venaient à l'école. Donc c'est très très important. Et aujourd'hui, en fait, parce que c'est de gros défis, on essaie de faire chacun sa part, mais j'imagine qu'à un moment tu as besoin de soutien. Est-ce que par exemple tu t'appuies sur des réseaux? Comment tu fonctionnes en fait pour pouvoir un peu plus te trouver d'autres ressources? Est-ce que tu es affilié à un réseau de directrices d'école, de propriétaires d'école? J'en sais rien. Tu sais, j'ai pas de truc. Comment t'expliquer? J'ai pas d'aide gouvernement, sur notre gouvernement. J'ai pas d'aide. Voilà, j'ai pas d'aide. Je me débrouille toute seule, à part mon ami là que je t'avais dit. Oui. Voilà. Oui. Et les quelques personnes qu'on a entendu, dont tu as parlé, en fait, qui ont d'une façon ou d'une autre t'ont aidé. Voilà, les gens qui te prêtent de la marchandise, les personnes qui te prêtent de l'argent. À part ça, tu n'as pas eu d'autres aides que ça. Mais est-ce que tu es dans un réseau, par exemple, de femmes? On sait que les femmes, souvent, via des tontines ou des choses comme ça, elles se mettent ensemble. C'est ces gens de tontines qui m'ont aidé à bâtir la première classe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était un financement. Tu avais le terrain, mais pour bâtir, par exemple, parce que j'imagine, même s'il y avait le business du tissu, les bénéfices ne permettaient pas de construire d'un seul coup. Donc, il fallait rentrer dans les tontines. D'ailleurs, tu es dans combien de tontines? Parce qu'en général, c'est ça le concours des femmes. Combien de tontines on est dans? Tu sais, j'avais pour la construction de la première classe, j'avais un tontine d'une école privée catholique. OK. D'ailleurs, qui m'a permis de construire, parce que j'ai fait 3 ans cette tontine, je l'ai fait 3 ans. Chaque tontine, j'avais 500 000. Et la 3e année, j'avais j'ai fait deux trucs. J'avais 1 million la 3e fois. Ah oui. Pour pouvoir. 2 mains, quoi. 2 mains, voilà. Pour que ça, oui, quand même, hein. Mais depuis que j'ai pris l'argent de la banque, je n'ose plus. Oui, parce que là, du coup, c'est un engagement beaucoup plus fort, etc. Et donc, c'est quoi, quels ont été un peu les moments décisifs, forts dans ce parcours-là de création de cette école? Les moments qui ont été vraiment déterminants dans ton parcours avec cette école. Les moments déterminants quand j'ai ouvert la première classe. La première classe. Voilà. C'est de démarrer, quoi. Voilà, quand j'ai ouvert la première classe, vraiment, c'était les moments déterminants. Et quand j'ai construit aussi la classe qui est derrière, la petite classe. La petite classe qui est derrière. OK. Mais pourquoi la première classe, c'était déterminant à ce point? Parce que ma boutique était j'avais une boutique qui me faisait de l'argent, quoi. Qui rapportait. Voilà, qui rapportait. C'est ça. Voilà. OK. Et donc ça a été vraiment un moment, un tournant décisif. Et ça permet de démarrer, de se lancer, de lancer l'aventure. Et on voit en fait qu'elle continue cette aventure avec plus de classes, plus d'élèves. Et je pense que ça va continuer encore. Et juste avant d'aller sur une autre partie, une dernière partie de ce podcast, j'aimerais savoir en fait, est-ce qu'à des moments tu t'es retrouvé quand même dans des situations très 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 compliquées, comme on dit, au bord du gouffre, où c'était vraiment très difficile, où tu as voulu même lâcher des choses comme ça? Le début de cette année. Oui. J'ai failli vendre cette école. Ah oui? Si je le pense, j'ai les larmes aux yeux, parce que je suis une femme qui a peur d'une défaite. Ça, j'aime pas. J'ai failli vendre cette école. C'est parce que ça n'allait pas du tout. Avec les maçons, et les parents qui m'appelaient de gauche à droite. Ah oui. Vraiment. Alors, en effet, je comprends, pas simple, hein. C'est parce que c'est un projet de cœur et on comprend à quel point ça te bouleverse
par rapport à, comme on dit ici, Jumbi, ce que tu disais au départ par rapport à ta mère, pourquoi en fait tu voulais vraiment réussir pour que tous les sacrifices qu'elle a fait en fait, ça serve à quelque chose. Mais comment tu as rebondi, parce qu'on est encore dans l'école, on est là aujourd'hui, elle est ouverte, elle est vivante. Comment tu as rebondi en fait suite à cette difficulté? J'ai rebondi quand j'ai terminé la classe qui est en haut. Ah oui. Ouais, quand j'ai terminé la classe qui est en haut, parce que finalement j'ai éliminé, je parlais plus avec le maçon. Oui. C'est mon mari qui s'occupait de ça. D'accord. Ton mari est venu et a pris un peu plus le relais pour la relation. Voilà, pour la relation. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que du coup, tu n'as pas vendu? Ton mari t'a aidé? Quelqu'un d'autre t'a aidé sur ça? Non, c'est l'argent de la banque que j'ai pris. C'est ça. Hein. Et tu as pu rebondir. Et qu'est-ce que tu retiens comme leçon de ça? Comme leçon de ça, c'est-à-dire en tout cas pour la prochaine construction, je vais pas faire ce que j'ai fait avant, parce que avec le maçon, je me suis dit, attends, comme l'école va ouvrir bientôt, je vais lui donner beaucoup d'argent pour que les travaux, pour que ça aille plus vite. Pour que ça aille vite. Voilà, pour que ça aille vite. Je lui ai donné un peu plus d'argent. Et c'est là c'était le comble, quoi. C'était ça, c'est que tu as trop donné d'argent par rapport à l'avance. C'est un peu plus maîtriser en fait les décaissements pour que ça soit un peu plus plus raisonnable. Raisonnable, voilà. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir. Moi, j'ai plein de leçons que je retiens. Je reviendrai là-dessus sur la fin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais 3 mots qui permettent justement de te définir en tant que femme, entrepreneur? Quels sont les mots qui peuvent te définir? Pour moi, dans la vie, il faut toujours savoir ce qu'on veut. Il faut toujours savoir ce qu'on veut. Et si tu es dans une chose, il faut avoir la motivation. La motivation. Voilà. Et, avoir le courage. C'est ça. Voilà, le courage, la motivation et la vision. Vraiment, savoir ce qu'on veut. Et comment tu arrives à te ressourcer justement et à garder ton énergie, ta motivation pour toujours continuer à te battre, parce qu'on voit que vraiment c'est un chemin, un parcours on va dire, c'est pas une ligne droite. Ouais, c'est pas une ligne droite. Comment tu arrives à retrouver ta motivation? J'arrive à retrouver ma motivation quand je regarde derrière moi. Et je me dis qu'en tout cas, c'est pas facile pour une femme d'arriver jusqu'à là. Ah oui, ah oui. Mais pourquoi justement? Parce que tu dis pour une femme. Est-ce qu'aujourd'hui c'est compliqué d'avoir, de trouver un juste milieu entre sa vie de femme et toutes les ambitions qu'on a en tant qu'entrepreneur? Oui, des fois il y a des difficultés, hein. Il y a des difficultés parce que des fois, comme tu connais les hommes sénégalais, hein, des fois il parvient à me dire que tu t'occupes pas de moi, des fois tu fais pas ceci, tu fais pas ça. Une petite jalousie par rapport au business. Voilà, voilà, comme ça. Et j'essaie aussi de me recadrer. De gérer aussi mon ménage. Oui, de toujours trouver un peu cet équilibre. Tu arrives ou pas? Oui, si, j'arrive. On arrive à le faire. On arrive à le faire. Oui. Voilà. Et on voit que par moment aussi, il est venu en fait à la rescousse, ton mari. Est-ce qu'il y a eu on a vu aussi ce monsieur qui t'avait prêté en fait de la marchandise. Quelle place en fait ont les hommes dans ta vie, dans ton parcours? Les hommes, des fois, pourtant, des fois ils sont un peu compliqués, mais pas. Des fois, il y en a d'autres qui sont gentils quand même. Il y en a d'autres qui sont gentils. D'ailleurs, comme mon mari là, vraiment, je le salue de passage. Il m'a beaucoup aidé aussi parce que quand j'ai monté cette école, au début, elle m'a beaucoup expliqué parce que je lui ai dit moi, en tout cas, pour le commerce, je sais que ça va pas
ça va pas du tout aller. Donc, quand je vais ouvrir cette école, je vais rester à la maison, je vais pas... Elle m'a dit, hey, c'est là que tu vas avoir des problèmes. Elle m'a beaucoup conseillé. Elle m'a dit que tu crois que tu vas rester les bras croisés. C'est là que tu auras encore plus de problèmes. Et d'ailleurs... Ah, il te connaît bien. Hein? Il sait que voilà, tu es une femme active, que tu es une femme dynamique. Ouais. Bon, bah, écoute, j'espère que, parce qu'on est quand même au Sénégal, j'espère que finalement, que Yankee gère correctement, oui, Djongebi correctement. Comment tu gères ça? Hein? Djongebi, jusqu'au bout, comment on gère ça? Je gère ça normalement. Hein? Normalement. Ouais. Il y a des astuces à partager parce que finalement, hein, il y a de vrais enjeux. Il y a garder une vie de famille stable avec un conjoint qui est quand même là, compréhensif et qu'on n'oublie pas. Et ensuite, tous les enjeux du business, en fait. C'est pas facile, mais bon, on essaie de gérer quand même. On essaie de gérer. Secret, bidon, D'accord. Secret, on reviendra plus tard sur le secret d'Yvonne avec monsieur. Et pour l'instant, pour revenir un peu sur ton parcours et tout, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore osé, en fait, dans ta vie, que tu aimerais, des choses qui te donneraient envie, mais que tu n'as pas osé faire jusqu'à présent? Ça, je ne sais pas, mais bon. Non, on peut revenir là-dessus. Ça c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Parce que tu penses qu'en fait, toutes les choses que tu avais envie de faire, tu y es allé. À chaque fois que tu avais envie ou besoin de faire quelque chose, tu le faisais sans problème. Oui, je le faisais sans problème, dans le bon sens. Quoi. Oui, c'est ça. Quand je dis aussi, bien sûr, que des choses que tu n'as pas osé faire, c'est bien sûr dans le bon sens. C'est finalement les choses que tu as, que tu sais que, voilà, c'est peut-être une autre étape. Mais pour l'instant, tu n'oses pas y aller, en fait. D'accord. Une autre étape, c'est peut-être le commerce. Le commerce. Ouais, aller plus loin dans le commerce. Aller plus loin dans le commerce. Mais comme quoi, par exemple? Ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblait peut-être pas envers les tissus. Peut-être c'est les accessoires comme les frigos, les ventilos, des trucs comme ça, peut-être. Oui. C'est ça. J'y pense, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Ah, mais pourquoi pas? Jusqu'à présent, en fait. Avec les tissus, je pense que là... Ça, c'est un peu la fin. Ouais. Mais je vois que quand même, tu as pu beaucoup rebondir, en fait, dans ton parcours. Quelles sont un peu tes fiertés aujourd'hui quand tu regardes tout ce parcours-là qui a été le tien? Quelles sont tes fiertés? Mes fiertés, c'est cette école-là. C'est toujours cette école, les salles. Oui, c'est cette école. Ouais. Et quelle est la vision que tu as, en fait, pour cette école? Jusqu'où tu vas amener cette école? En tout cas, là, après le préscolaire, j'ai l'élémentaire. J'ai commencé l'élémentaire il y a 2 ans. L'année passée, j'avais le CI. Cette année, j'ai le CP. OK. Et si tu commences le CI et le CP, tu iras jusqu'à... Ah, il faut aller jusqu'au entrée en 6e CM2. Voilà. C'est ça, voilà. C'est ça. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite, la réussite, le bonheur. Et avant de finir, j'aimerais savoir si tu avais un coup de gueule, c'est-à-dire un truc bon, vraiment, tu te dis, franchement, il y en a marre, faudrait que ça change. Ce serait quoi? Acheter une voiture de transport. Ouais. Et que les gens arrêtent d'arnaquer les gens, peut-être. Qu'on arrête d'arnaquer les gens, que les maçons arrêtent d'arnaquer les gens, les vendeurs de voitures arrêtent d'arnaquer les voitures, n'est-ce pas? Oui, une voiture de transport. Une voiture de transport pour vraiment... J'en ai besoin. C'est ça. Ouais. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans le transport scolaire, c'est que finalement, on peut utiliser cette voiture en dehors des heures de ramassage pour faire autre chose. Ça peut être aussi un investissement très, très intéressant. Mais justement, si aujourd'hui, la jeune fille, voilà, Yvonne que tu as été, tu l'as croisée en fait dans la rue en allant chercher justement une voiture pour ton école. Qu'est-ce que tu dirais justement à cette jeune Yvonne là qui a été toi il y a quelques années? Je lui dirais de ne pas acheter n'importe où et il faut aller à la police pour voir si les papiers sont
sont en règle, quoi. De faire les choses, en fait, dans les règles de l'art. Voilà. Et quoi d'autre? Et de lui dire de se battre. Ouais, de se battre, parce que dans la vie, il faut toujours se battre. Ouais, que ça va pas être simple, mais c'est pas facile, mais il faut toujours se battre. Oui, parce qu'il y a toujours, en fait, il y a comment dire, la possibilité de réussir. De réussir. Tout à fait. Mm-hmm. De vraiment se raccrocher à cette possibilité de réussite, même si c'est pas facile. On parle beaucoup de résilience. Je pense que vraiment, c'est un mot qui me revient beaucoup dans ton parcours. Et finalement, si cette jeune Yvonne, elle avait une baguette magique, que tu la croises toi aussi que tu puisses utiliser cette baguette magique-là et que ça rende possible tout ce que tu penses être pas possible. Qu'est-ce que tu ferais avec cette baguette magique? Si tu pouvais tout faire avec cette baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Rebondir dans le commerce. Oui. Et trouver le transport pour les élèves. Oui, mais ça, tu l'as déjà dit. Et ça, je pense que tu as les ressources pour le faire. Mais encore plus, quelque chose, parce que la baguette magique... Rebondir dans le commerce. Dans le commerce, c'est ça. Et faire quelque chose de plus grand. Mais justement, ce quelque chose de plus grand, ça ressemble à quoi? C'est en taille, c'est en envergure, c'est quoi en fait? C'est en type d'activité, c'est à quoi ça ressemble? Parce que tu peux me dire, aujourd'hui, ma baguette magique, ça me permet de créer mon centre commercial à moi, par exemple. Jusqu'où cette baguette magique, elle peut tout faire, hein? Ouais, elle peut tout faire. Donc, jusqu'où elle peut t'amener, cette baguette magique? Jusqu'où peut-être avoir une grande boutique, comme je t'avais dit. Hein. Une très, très grande boutique, c'est ça. Grande boutique, c'est ça. On sent que le commerce, c'est quelque chose qui te plaît beaucoup. Oui, ça me plaît parce que ça m'a permis à ouvrir cette école. Ça t'a vraiment amené, à chaque fois, ça t'a permis de rebondir. Parce que ça te permettait de créer, de gagner de l'argent et puis de le réinvestir. Et ma dernière question, avant ton mot de la fin, ça va être un peu... qu'est-ce qui reste encore ta motivation aujourd'hui? Qu'est-ce qui te porte tous les matins, qui te fait lever le matin de ton lit? C'est quoi? C'est de venir à l'école. C'est de venir ici. À l'école, oui. Chaque matin, je me réveille et il faut que je vienne voir ce qui se passe ici à l'école. Voir ce qui se passe. Et quand tu viens, qu'est-ce que tu vois? Je vois que les maîtresses, tous, ils font leur travail. Tout le monde fait son travail. Voilà, tout le monde fait son travail. Et tu trouves des enfants? Oui, et je trouve des enfants. Beaucoup d'enfants. Et j'ai l'amour de ces enfants, vraiment. Machallah. En tout cas, c'est un bonheur de parler avec toi, d'avoir la chance de retourner, en fait, sur tout ce parcours-là, qui, en fait, c'est un parcours de résilience, mais extrêmement inspirant, en fait, dans la manière que tu as eu à chaque fois de trouver des solutions, où tu as eu aussi la chance de croiser des personnes qui ont voulu bien te tendre la main. Et qu'est-ce que tu aurais comme mot de la fin pour un peu résumer notre conversation aujourd'hui? Pour résumer, je salue tout le monde, les gens surtout qui m'ont aidé à surmonter certaines difficultés et à m'aider aussi à bâtir cette école. Je leur salue de passage et je leur fais un grand remerciement pour eux. Vraiment, surtout à mon amie Nathalie Favre. Je ne voulais pas parler son nom, mais vraiment, elle m'a beaucoup aidé sur le plan de la communication, sur le plan financier. Des fois, même si elle ne peut pas me donner de quoi sur le plan financier, elle me rapproche sur des gens qui peuvent m'aider financièrement. Vraiment, je la remercie beaucoup de passage. En tout cas, on sent qu'elle a une grande place dans ta vie et dans ton parcours. Elle est comme une sœur pour moi. C'est comme une sœur. Oui. Je ne veux même pas parler d'elle beaucoup parce que
Nathalie et moi, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. On voit qu'elle est dans ton histoire depuis le début. Et elle continue à être là. Et je pense qu'en fait, c'est ça aussi qu'on a de beau à raconter dans les histoires qu'on a, qui sont aussi des histoires de personnes, des histoires humaines. Et on vous souhaite vraiment de continuer à bâtir cette amitié qui est maintenant une relation de sœurs. Et on vous souhaite vraiment un long compagnonnage toutes les deux. Merci beaucoup, merci. Merci Yvonne de nous avoir reçus dans cette classe. Merci. On espère revenir en fait et te retrouver dans une classe du lycée parce que ça veut dire que l'école aura vraiment beaucoup grandi et que maintenant on aura même des grands frères qui vont accueillir des petites sœurs dans l'école. C'est vraiment tout le succès qu'on te souhaite. Merci beaucoup à vous Seynabou. Je suis vraiment ravie de cette invitation sur ce plateau. Vraiment, je vous souhaite aussi tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Merci. On a été aujourd'hui avec Yvonne à Thiès. On vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour rencontrer une autre femme tout aussi inspirante. Merci.